Notre façon de travailler est évidemment, n'a rien à voir avec les agronomes. Les agronomes, ils imposent leurs lois. D'ailleurs, agros nomen, hein, j'impose ma loi au champ, alors que normalement, nous devrions faire de l'agrologie, c'est-à-dire logos, la connaissance. C'est par la connaissance du sol que je pourrais cultiver de façon durable. Donc le travail qu'on fait avec Lydia n'a rien à voir avec ce que font les agronomes. Nous, quand on est appelé dans un pays pour travailler, on va d'abord dans la nature. On va dans la forêt si c'est un milieu forestier, on va dans la steppe si c'est un milieu steppique. On va toujours regarder le modèle, parce que le grand livre, c'est la nature. Il ne s'agit pas de l'imposer, de couper la forêt, puis de dire « Ah, j'ai ruiné mes sols, j'ai de l'érosion ». Comment elle marche, cette forêt? Si vous prenez, par exemple, la forêt amazonienne, elle a 70 millions d'années, elle reçoit 3 mètres d'eau par an, et elle continue à faire pousser des arbres immenses. Et elle n'a jamais reçu d'engrais, elle n'a jamais rien reçu, et elle est d'une fertilité exceptionnelle. Les hommes arrivent, ils coupent la forêt, foutent le feu, ils brûlent tout, 5 ans après, c'est le désert. Et ils disent « C'est des sols pourris, on ne peut pas nourrir les hommes là-dessus, ça vaut rien ». Comment ça se fait qu'ils font pousser les plus grands arbres du monde? C'est que leur modèle est nul, puisqu'on est dans un milieu riche, eux ils le détruisent, ils disent oui, il n'y a plus rien qui pousse, c'est une terre qui est foutue. Mais non, c'est pas, on va regarder comment ça marche. Et chaque modèle a son fonctionnement particulier. Donc on ne va pas vous parler de tous les modèles écologiques, parce que la nature a développé des modèles incroyablement différents. Un sol de forêt équatoriale ne fonctionne pas du tout comme un milieu steppique ou comme un milieu tempéré. Chaque sol a sa dynamique, a sa faune, a sa microflore, adaptée aux conditions. Si vous prenez un pays tropical où il pleut, il fait chaud toute l'année, pour vous donner une idée, dans les forêts équatoriales, on minéralise 60% de la matière organique dans l'année, alors que chez nous, on n'en minéralise que 2%. Heureusement, la nature a mis au point des systèmes qui font que malgré une forte minéralisation, elle arrive à maintenir de la matière organique, parce que là, elle a fait des plantes plus riches en lignine, plus résistantes à la minéralisation, elle a développé des stratégies pour vivre dans des milieux où il fait très chaud et très humide. Nous, je vous parlais des milieux de chez nous, qu'est-ce qu'il y avait avant que nous arrivions? Ici, c'était la forêt tempérée. Pourquoi? Parce que dès que vous dépassez 550 mm d'eau sur cette planète, c'est la forêt qui s'installe. Au-dessous de 550 mm d'eau, les arbres ont beaucoup de mal à s'installer. Vous allez aller vers ce qu'on appelle d'abord la savane arborée, et après vous terminerez soit la steppe si vous êtes dans les régions froides comme chez nous, soit la savane si vous êtes en milieu équatorien. Donc quand il n'y a plus assez d'eau, l'arbre ne peut plus pousser, il va être remplacé par des graminées. Mais chez nous, avant que nous arrivions, la France était couverte à 95% de forêts. Soit des forêts marécageuses dans les zones humides, soit des forêts de feuillus. Et la forêt, comment elle marche, comment elle fait pour fonctionner pendant des millions d'années sans que personne ne lui apporte rien? Elle fonctionne de la façon suivante. L'arbre, tous les ans, il fait tomber dans nos régions, comme il fait froid en hiver, la nature, elle s'est adaptée, contrairement aux pays équatoriaux où la forêt est verte toute l'année. Chez nous, comme en hiver, il fait froid, et que les sols, les microbes du sol ne travaillent qu'au-dessus de 7 degrés, eh bien, en hiver, les sols, ils ne travaillent plus, donc l'arbre, il n'a plus rien à manger, donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met en hibernation. Donc les arbres, chez nous, ils font tomber leurs feuilles, et ils vont faire tomber des branches mortes, ils vont créer ce qu'on appelle une litière. Cette litière va se déposer à la surface du sol, et des animaux vont venir dégrader cette litière, la manger. On les appelle les décomposeurs primaires. Alors vous avez des vers de terre, vous avez des colemboles, des acariens, il y a tout un monde extrêmement varié qui se chiffre. Pour vous donner une idée, si on prend juste les acariens dans nos forêts, il y en a 3-4 milliards à l'hectare, les colemboles pareil, donc c'est un monde grouillant. Ce monde va manger tous ces déchets, va faire des crottes, et ces crottes, c'est quoi? C'est de la matière organique qui est devenue très fine et qui va être à ce moment attaquée par les champignons. Les champignons, c'est les seuls uniques organismes au monde qui sont capables d'attaquer la lignine, et la lignine, c'est la molécule la plus synthétisée par le monde végétal sur cette planète. Et les seuls qui savent l'attaquer, c'est les champignons. C'est pour ça que vous allez chercher les cèpes en automne, c'est parce que c'est le moment où il y a beaucoup de feuilles mortes qui tombent. Ces champignons, ils vont transformer cette lignine et cette cellulose en humus. Ils vont fabriquer de la matière organique. Donc première chose que me dit la nature, j'ouvre le livre de la nature, je l'observe, au lieu d'arriver de foutre le feu dedans et tout casser, je l'observe, et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit l'humus se forme à la surface du sol. Donc déjà, je commence à comprendre pourquoi la charrue est un engin de destruction massive des sols. C'est que la charrue, elle met la matière organique dans le sol. Ah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Le sol, depuis des millions d'années, il fabrique sa matière organique à la surface. Et pourquoi? Parce que les champignons sont des organismes strictement aérobies. Il n'existe pas de champignons anaérobiques sur Terre. Et c'est pour ça que la ville de Venise est encore là. C'est que les piliers sur lesquels reposent les monuments de Venise sont dans de la vase. Ils sont en anaérobiose. Aucun champignon ne peut attaquer ce bois. S'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de sortir des piquets de clôture, vous avez pu remarquer que les piquets de clôture sont attaqués en surface et que la pointe du piquet est intacte. Il n'existe pas de champignons anaérobiques. Et c'est pour ça que si vous enfouissez votre matière organique de la paille avec une charrue, elle ne se décomposera pas. Et c'est pour ça qu'on arrive dans une situation absurde en France. En 1900, les paysans français faisaient 2 tonnes de paille à l'hectare et ils avaient 4% de matière organique. À l'heure actuelle, les paysans français font 5 à 6 tonnes de paille à l'hectare et ils n'ont que 2% de matière organique. Pourquoi? Parce qu'ils font cette énorme bêtise
d'enfouir la matière organique dans le sol. Et ça, c'est un geste qui est pratiqué par presque tous les hommes. Même un amateur, il veut planter un arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un trou, il fout du compost au fond du trou et met l'arbre par-dessus. Il vient de commettre une énorme erreur agronomique. Il n'a pas regardé ce que la nature faisait autour de lui. La nature n'enfouit jamais de matière organique dans un sol. Première règle que nous dit la nature. Ensuite, on regarde les arbres, comment ils font? Comment il faut pour fonctionner? Ils ont un double enracinement. Ils ont un enracinement horizontal sous la matière organique. On peut se dire, tiens, pourquoi au cours de l'évolution, les arbres, ils ont mis les racines sous la matière organique? C'est qu'au printemps, quand le sol va se réchauffer, les bactéries, deuxième groupe de microbes, vont attaquer cet humus fabriqué par les champignons pendant l'hiver et pendant l'automne et l'hiver. Ils vont le minéraliser. Et donc, tout le phosphore, le calcium, le potassium vont descendre avec l'eau de pluie. Comme les racines de l'arbre sont horizontales, elles récupèrent toute cette matière, elles la renvoient dans les feuilles. Le système sol-plante est fermé. Pas de pollution de nappe phréatique sous forêt, parce que la forêt a eu l'intelligence de mettre les racines sous la matière organique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en agriculture? On met la matière organique sous les racines. Donc, on pollue. Alors qu'il suffisait tout simplement de laisser la matière organique au-dessus pour qu'elle puisse nourrir les racines. Et ensuite, l'arbre, il a un deuxième système racinaire qui est pivotant, qui va descendre jusqu'à la roche-mère et qui va l'attaquer. Les plantes ont la caractéristique de sécréter des acides qui attaquent la roche et qui la transforment en argile. Et ce qui est remarquable dans le système vivant, c'est que le sol, c'est un milieu exceptionnel, il est unique probablement dans l'univers, est formé de la tache de l'humus qui est fait en surface et de l'argile qui est fait en profondeur. C'est un complexe argilo-humique. Et ce qui est très étonnant dans le monde vivant, c'est que la nature va partir pour se battre contre les forces de l'univers, qui sont des forces qu'on appelle anthropiques, des forces de désordre. L'univers passe son temps à créer du désordre, donc de la mort. La vie, elle fait de l'inverse. Elle fait ce qu'on appelle la négantropie. Elle crée de l'ordre. C'est-à-dire qu'à partir d'une chose aussi bête que de la litière, les champignons vont fabriquer la molécule vivante, organique, la plus complexe du monde, qui est l'humus. Et à partir d'une chose aussi simple que des cailloux, les racines des plantes vont fabriquer le minéral le plus complexe de l'univers, qui est l'argile. Et la réunion de cet humus et de cette argile va faire le milieu le plus riche de la planète, qui est le sol. Et qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous mettons des engrais chimiques qui brûlent la matière organique, qui brûlent l'humus, nous emportons les argiles dans les rivières et nous faisons le désert au lieu de créer de la complexité. Alors donc ces racines vont faire de l'argile en profondeur. En profondeur, il y a des racines qui meurent, des nouvelles racines qui arrivent. Heureusement, il existe des animaux qui vont nettoyer toutes ces racines mortes. On retrouve des familles comme les colamboles, les acariens, qui vont maintenir toujours de l'aération dans le sol. Alors comment le sol il se fait? Puisque l'humus est fait en surface, l'argile en profondeur, on se fait grâce à une troisième faune, celle-là vous l'avez tous observé, c'est les grands vers de terre, les lombriques. Ils font l'aller-retour toutes les nuits, ils viennent chercher la matière organique, ils la descendent le long de leur galerie, et comme c'est dans une galerie en présence d'oxygène, ça pourra faire de l'humus le long de la galerie, et ils vont remonter de l'argile en surface. Et c'est dans leur intestin que argile et humus vont se fusionner, et comme ils ont une glande qu'on appelle la glande de Morène qui est très riche en calcium, les humus sont négatifs, les argiles sont négatifs, mais le calcium a deux charges positives qui vont attacher ensemble argile et humus. C'est comme ça que le sol se forme. Donc si on observe bien la nature, on se rend compte qu'il y a des lois à respecter. Il faut que j'ai des champignons, il faut que je laisse ma matière organique au-dessus, et il faut que je permette à mes racines de plonger profondément. Et nous, on fait exactement l'inverse, on compacte les sols, les racines sont superficielles, on n'a plus de formation d'argile puisqu'il n'y a plus de relation entre la racine et le monde minéral, et on dit, oh, vous voyez, ces sols, ça ne marche pas, il faut rajouter des engrais, rajouter des pesticides. Donc notre travail, c'est d'expliquer aux agriculteurs que la première chose qui manque dans nos sols, c'est absolument pas de l'azote, c'est absolument pas de la potasse, c'est absolument pas du phosphore comme on essaye de bassiner aux gamins dans les lycées agricoles. C'est pas ça dont elle a besoin, le sol. À l'heure actuelle, les sols du monde ont besoin de matière organique, de carbone. Donc comment on fait pour réapporter des carbones dans des sols qui sont morts? On a plusieurs techniques. Si vous êtes sur des petites surfaces, c'est-à-dire vous êtes sur des jardins, vous allez pouvoir apporter cette matière organique directement. Ça peut être du compost. Le plus efficace de tout ce qu'on a étudié en 20 ans avec Lydia pour régénérer un sol mort, alors là je parle de sol franchement mort, par exemple de la latérite en Afrique, où il n'y a plus rien qui pousse dessus, c'est le bois raméal fragmenté. Francis Allais a révolutionné la connaissance de l'arbre. On pensait pendant longtemps que l'arbre c'était une espèce végétale. Nous savons grâce aux travaux de Francis Allais que l'arbre est en fait un corail, c'est une association de végétaux. Pierre vient de parler de la notion d'association, de symbiose, qui est fondamentale dans le monde vivant. Un arbre, c'est comme un corail. Un corail, c'est quoi? Il y a un squelette mort de calcium sur lequel vivent des organismes différents, des organismes qui chassent, des organismes qui protègent, des organismes qui nourrissent. Et puis vous avez dans l'arbre, c'est pareil, il y a même des espèces d'arbres qui ont plusieurs espèces de plantes. Sur chaque bourgeon représente des espèces différentes. Et ces bourgeons vont vivre sur un tronc central qui lui est mort, mais vivent ensemble. Et il se trouve que ces branches qui portent des bourgeons portent en fait des organismes complets. Or, au niveau alimentaire, un organisme complet vous nourrira toujours plus qu'un morceau d'organisme. Pourquoi une huître? Vous dites, une huître, c'est que de l'eau.
Bah oui, mais c'est extrêmement nutritif, parce que quand vous mangez une huître, vous mangez du système nerveux, vous mangez du foie, vous mangez de la viande, vous mangez de tout. Un petit ortolan, c'est pas gros, mais ça vous cale très vite parce que vous mangez tout, la cervelle, les pattes, le squelette, tout. Alors que quand vous mangez un morceau de poulet, qui en plus est industriel, ça vous apporte pas grand-chose. Donc l'intérêt du bourgeon, c'est qu'il est un organisme complet. Il est donc d'une richesse extraordinaire. Donc quand vous taillez votre haie, c'est pour ça que c'est important d'avoir des haies autour de votre jardin, vous allez broyer ce bois, les rameaux, hein, pas les bouts de bois, hein, les rameaux. Vous allez poser ça sur le sol, et là, tous les champignons vont revenir, vous allez régénérer. Mais c'est impressionnant, hein, sur des sols qui sont durs comme du béton, la latérite d'Afrique, vous posez ça, et vous faites repartir tout. Alors, coup de chance, pour nous, les arbres sont des plantes pionnières. Donc, première chose qu'on fait dans les pays ruinés, on apprend aux agriculteurs à remettre des haies. Ça, c'est la première acte, parce que l'arbre est une plante pionnière qui est capable de pousser sur des sols ruinés, donc on installe des haies. Ces haies, ça va être très intéressant, surtout dans des régions comme l'Afrique, où il y a séparation des éleveurs et des cultivateurs, avec souvent des conflits sociaux entre les éleveurs et les cultivateurs. On va créer des haies épineuses, qui fait que les vaches ne vont pas pouvoir rentrer sans demander l'autorisation au cultivateur de pouvoir faire paître les vaches. Donc ça permet une entente entre les groupes d'éleveurs et les groupes de cultivateurs, de dire voilà, cette parcelle, maintenant c'est lié, j'ai récolté mon mil, tu peux rentrer tes bêtes dedans pour manger la paille, le système est maintenant protégé, au lieu que les bêtes se baladent partout et que ça fasse des conflits et des bagarres entre groupes ethniques. Donc mettre une haie. Alors cette haie, évidemment, pas des résineux, les résineux sont toxiques, ils tuent les vers de terre. Donc il ne faut pas faire des blocos végétaux avec des tuyas autour de vos pavillons, parce que ça c'est la mort totale. Il faut prendre des haies variées, donc des haies fleuries qui en plus nourrissent les abeilles, et qui sont faites avec des feuillus. Et si vous avez planté des arbres, des feuillus autour de votre jardin, vous avez une source de bois raméal fragmenté qui va vous permettre de régénérer même des sols qui ont été saccagés par la mafia de la terre. Vous savez, quand ils font des lotissements, il y a toute une mafia de la terre qui pique la terre. On installe le pavillon, il n'y a plus rien qui pousse, et après on vient et on vend des produits chimiques pour que le gazon puisse enfin pousser, pour qu'on puisse mettre le cèdre bleu du Japon et que le chien castré fasse pipi dessus, parce que nature dans notre société, et donc si j'ai pas ça, je suis pas un homme, je suis pas un bon citadin, quoi. Donc là, on va leur apprendre au contraire à avoir une haie. Une fois que vous avez la haie, vous le bois au raméal fragmenté. Si maintenant vous avez la possibilité si vous avez maintenant la possibilité d'avoir des animaux, c'est encore mieux. Ces animaux, ils vont vous permettre de faire du compost, c'est-à-dire qu'après, vous pourrez avoir du compost. Et puis, des petites choses toutes bêtes, dans un jardin, ne tondez pas votre gazon. Un gazon qui est tondu va mourir, il va se couvrir de mousse et il va dégénérer. Une plante annuelle a besoin de faire son cycle complet. Et il y a une chose qui va être fondamentale, si vous laissez au moins la moitié de votre gazon chaque année monter en fleurs et monter en foin, hein, les anciens faisaient du foin, si vous allez faire revivre une population d'insectes qui est fondamentale pour l'aération des sols, qui sont les orthoptères, c'est-à-dire les sauterelles, les grillons, les criquets. Ces grillons, sauterelles et criquets disparaissent quand vous tondez. Donc quand vous tondez, vous allez avoir un sol qui va être flingué, vous êtes obligé de mettre des produits anti-mousse. Après, le gamin, quand il va s'asseoir, il va avoir des rougeurs sur la cuisse, vous allez dire il est allergique au gazon. Non, il est allergique à l'anti-mousse, il ne faut pas confondre. Et vous allez faire disparaître les abeilles parce qu'elles n'auront plus rien à butiner. Il y a une invention catastrophique dans l'agriculture moderne, dans l'élevage industriel, qui a été l'ensilage. Le type qui a inventé cette saloperie a eu le prix Nobel. Et l'ensilage, c'est une véritable catastrophe. Il n'y a plus de foin. Comme il n'y a plus de foin, il n'y a plus de fleurs. Comme il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus d'abeilles. Et il n'y a plus de grillons, il n'y a plus de sauterelles qui aèrent les sols. Un sol qui passe à l'ensilage, c'est un sol qui va vers la mort. Il faut laisser le foin monter en fleurs. C'est fondamental. D'abord pour la vache, ça va lui permettre de digérer beaucoup mieux. C'est un ruminant, ça va lui permettre de ruminer. Alors que l'ensilage lui flanque la chiasse, la rend malade et fait venir le véto. Ça enrichit le véto, mais ça appauvrit l'éleveur. Il faut que les bêtes broutent. Hein, ça paraît bête, hein, mais une vache elle a besoin de brouter. Nous, on leur file de la viande dans la nourriture. Donc, vous voyez, on est quand même loin de ces réalités. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est essayer de faire comprendre aux agriculteurs que si on respecte ces lois, comme disait Livia, eh bien, on peut absolument, d'une part, faire une agriculture durable qui pourra nourrir les hommes et surtout leur donner une nourriture saine. Parce que le drame de l'agriculture actuelle, c'est que c'est le produit de la malbouffe et que la malbouffe, ça vous rend malade. Et que c'est pas ça. Je veux dire, nous ne faisons plus de culture à l'heure actuelle, nous faisons de la gestion de pathologies végétales. Un bon céréalier, c'est le céréalier qui sait faire ses 6 traitements sur son blé pour pouvoir l'amener à la coopérative. C'est pas ça normalement. Un céréalier, il doit cultiver un blé sain, pas un blé qui a besoin de 6 traitements de pesticides pour pouvoir arriver à la coopérative. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos gamins ne mangent plus que des blés malades. Ah certes, ils ont été soignés, mais ils sont malades.
on ne fait plus d'élevage, on fait de la gestion de pathologies végétales. On met de l'antibiotique dans la nourriture de nos bêtes, on n'a plus des bêtes animales, pardon. On fait de la pathologie, de la gestion de pathologie animale. Toutes les bêtes sont bourrées d'antibiotiques. 85% des antibiotiques produits sur cette terre sont dans l'alimentation animale. Parce qu'on n'a plus une bête en élevage industriel qui est capable de rester en vie sans toute cette bagarre, cette bouffe médicamenteuse. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit nourrir nos enfants? Est-ce qu'on doit leur faire manger des animaux malades et manger des plantes malades? Je ne crois pas. Je crois que si on veut garder un état de santé, il faut que les plantes que nous mangeons soient en bonne santé, et il faut que les animaux que nous mangeons soient aussi en bonne santé. Et ça demande de passer par le respect des lois du sol. Voilà, on va s'arrêter là, on va laisser maintenant un peu de place aux questions.